La solution à la crise sécuritaire est toujours militaire. Il a fallu qu'on soit apte à organiser l'armée assez vite pour chasser les rebelles. Si on n'arrive pas à le faire, le reste, ce n'est plus de solution. C'est de la concession. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se dire que l'AFC M23 a une volonté propre qui coïncide avec les intérêts rwandais et ils sont alliés. La question de M23 n'était pas que rwandaise. C'est faux de la voir comme ça. Les Corneille Nangaa, les Bissimo et les autres, ils ont des volontés. Qui peut nous dire aujourd'hui que c'est le Rwanda qui décide complètement pour le M23? Qui peut le dire? La question de l'Est, mon ami. Est-ce que vous pensez vraiment que les centaines de groupes rebelles qui sont à l'Est, c'est toujours Kagame? Arrêtez de faire de lui l'homme le plus puissant. On lui donne trop de la valeur. Pour la République démocratique du Congo, si on veut vraiment reconstruire quelque chose, il faut la théorie du chaos. Très heureux pour moi de vous retrouver une fois de plus pour ces tout nouveaux numéros de votre émission Qu'on en parle. Je suis tellement heureux de vous retrouver encore parce que cette émission, je l'attendais. Cette émission, c'est vraiment une émission qui est centrée sur l'actualité de la République démocratique du Congo, les enjeux qui se présentent plutôt pour l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays que nous aimons. Alors avec ces numéros, nous allons étudier, analyser en profondeur tous les aspects de la vie, partant de questions politiques, des questions sécuritaires, des questions des sociétés. Et nous allons l'analyser ici. Alors, au regard de l'ampleur du sujet, de la thématique de l'émission, nous avons choisi pour vous, comme d'habitude, un invité qui est à la taille de cette thématique. Il s'agit de Eli Mondonga, qui est chroniqueur. Il est analyste politique. Sans plus tarder, je salue Eli Mondonga. Bonjour. Bonjour, chère Inès. Merci de l'invitation. J'ai beaucoup de plaisir à chaque fois à être sur ton plateau et surtout chez Six Télévision. Il y a beaucoup de pluralité de la parole ici qui est respectée et je le dis très personnellement. J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez comme ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Allez-y, je suis là pour ça. Eli Mondonga, est-ce que, au regard de ce qui vit l'RDC aujourd'hui, est-ce que notre pays va vers un chaos? Pourquoi je le dis? Nous avons vu déjà depuis les débuts de cette année 2025, on a connu plusieurs rebondissements au niveau sécuritaire en l'est du pays. Nous avons vu les deux grandes villes de l'est, Bukavu, Goma, être être contrôlées aujourd'hui par la rébellion de l'F-123. Aujourd'hui, nous voyons la déstabilisation au sein de l'Union sacrée qui est la majorité présidentielle aujourd'hui. Est-ce que l'RDC va vers un chaos? L'RDC est déjà dans le chaos. Il vous souviendra qu'on a fait une émission, moi et vous, ça remonte peut-être à l'année passée, où je disais en effet que les choses vont aller de mal en pire. Donc on continue d'aller de mal en pire. Et vous citiez tout à l'heure la rébellion AFC-M23 qui commence à s'installer et à mûrir. Ça donne une impression que cette partie de la République, on ne va plus la retrouver. C'est une impression, mais bon, j'espère que le Congo restera un et indivisible. Alors, pour revenir un peu à ce qui se passe au sein de l'Union sacrée, très sincèrement, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette crise en ce moment. J'avoue que les talents de l'homme politique congolais me dépassent. C'est-à-dire que notre capacité à... Les talents, vous dites? Oui, j'essaie d'être ironiquement poli. Notre capacité à avoir la mémoire courte et à ne pas se soucier de la République, je parle de nous en tant qu'acteurs politiques, et sans pareil en fait, sans pareil. C'est-à-dire, comment on peut imaginer qu'en ce net moment où nous traversons une crise sécuritaire pertinente, on veut créer une crise politique? Je ne comprends pas.
Et donc, ça me pousse à réfléchir. Je me dis, est-ce que c'est un jeu de diversion? Est-ce que, voilà, quelque chose d'autre se prépare et on veut attirer notre attention ailleurs? Ou c'est vraiment que, voilà, l'UDPS veut engager le pays dans une crise Comme vous faites allusion ici, l'homme politique, le talent de l'homme politique pour ironiser en fait la situation, vous parlez de l'UDPS. Oui, je parle de l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui est au cœur de la pétition. Il n'y a pas Anguille Souroche. Non, mais Augustin Kabouya l'a dit, a réfuté le dimanche avant la rentrée parlementaire. Augustin Kabouya a dit non, l'initiateur n'est pas de l'UDPS. D'ailleurs, Bindoulé, ce qui se présente aujourd'hui, c'est un ancien des l'UNC. Comment imputez-vous cette... Un ancien de l'UNC, donc un actuel de quoi? Il est actuel de quel parti? Les partis auraient pu, dans la sagesse politique, demander aux pétitionnaires d'attendre, d'arrêter avec cette initiative-là. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne dis pas que la démarche ne doit pas se faire. On est en démocratie, la démocratie doit vivre, la démocratie doit respirer, je suis d'accord. Mais après, à un moment, tout ce qui sort du contexte devient dangereux, c'est ça le problème. Alors, moi, j'ai deux scénarios. J'ai deux scénarios pour tenter d'expliquer ce qui se passe. Le premier, c'est de se dire, aujourd'hui, que l'union sacrée, un peu comme je le disais à l'époque, l'union sacrée était déjà un mariage contre nature. Le fait pour le président de la République d'avoir gagné avec 73% était plus dangereux. C'était un score dangereux. Pourquoi? Parce que ces scores-là voulaient dire une chose. Ça veut dire il s'est fait entourer d'amis et d'ennemis. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'union sacrée n'a d'unité que le chef de l'État. C'est-à-dire que la consistance de l'union sacrée aujourd'hui ne tient qu'à l'impérium du président de la République. Et je suis en train de me dire que l'entourage du président de la République serait dans une forme de réflexion comme quoi, s'il n'est pas là, l'union sacrée va éclater. Et donc... Excusez-moi de vous interrompre. Vous parlez de l'entourage du chef de l'État, mais donc on ignore que la vie politique ou la classe politique ou la famille politique d'un chef d'État au Congo, ça a toujours été ainsi. Si nous remontons vers les Zaïre, le impère, c'était Mobutu ou rien. Avec l'AFDL, c'était Mouzé Kabila. D'ailleurs, quand il est mort, sa succession a eu pas de mal à être restituée. Comme Joseph Kabila également. Oui. Sans lui, FCC n'était rien. Oui, mais en fait, vous le dites avec raison, parce qu'en fait, la démocratie, normalement, devrait venir élaguer la dictature. Or, la démocratie chez nous, telle que nous l'avons vécue au Congo, a été une opportunité, en fait, pour combattre l'émoboutisme, pas la dictature. Pour combattre le moboutisme au niveau de la personne. Ça veut dire que, bon, il avait fait 32 ans, il fallait absolument qu'il s'en aille. Tu vois. La personnification de l'institution, il fallait que ça s'arrête. Mais l'esprit des 32 ans de Mobutu, qui est les Djalelo, le djalélisme, n'a jamais quitté l'homme congolais. Ce qui fait que dans les années 90, on est rentré en démocratie avec deux extrêmes. Ça veut dire la possibilité de faire de l'opposition, qui veut dire, dans la tête de l'élite politique, dire non, absolument non à tout. Et j'appelle ça le radicalisme. C'est ça l'esprit des 90. Ça veut dire que quand Étienne Tshisekedi réussit avec l'UDPS, il réussit grâce au radicalisme. Vous n'avez qu'à regarder la Conférence nationale souveraine, qui était une organisation extrêmement violente, en termes de propos. Il y a des gens qui ont pleuré parce que les mots étaient durs. Donc, on a eu d'une autre part l'opportunité d'inventer les radicalismes, et d'une autre part, ceux qui étaient restés au pouvoir ont gardé les Djalelo. Et dans les deux extrémités, on a manqué de nuance. Alors que les partis politiques devraient fonctionner dans la nuance. Vous comprenez? Ce qui fait que 30 ans après, on se retrouve en fait exactement dans une forme de prison entre les deux extrémités. Et vous savez que quand deux choses sont extrêmement opposées, elles finissent par se rentrer les dents. Et aujourd'hui, quand l'UDPS prend le pouvoir, vous voyez que les djalélismes qu'on reprochait à Mobutu, la personnification qu'on reprochait à Mobutu, c'est exactement dans ça
que tombe ces partis. C'est exactement dans ça que tombe la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire non donc, quand on est au pouvoir. Et en face, vous avez Fayoulé les autres qui doivent dire non à tout. Et entre-temps, entre les oui-wistes et les radicaux, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de république. Vous comprenez? Et c'est comme ça que j'étais en train de dire que comme l'union sacrée ne tient son unité que au nom du pouvoir du chef de l'État, il est tout à fait normal et logique qu'on imagine que le chef de l'État doit rester pendant un long moment s'il veut conserver cette majorité. Et donc, toute tentative d'un leadership autre que celui du chef de l'État doit être absolument découragée. Donc aujourd'hui, avec la pétition contre Vital Kamerhe, oui. Là, c'est la présence de Vital Kamerhe commencerait à gêner le leadership du président de la République. D'ailleurs, il y a d'autres... C'est les premiers scénarios. C'est les premiers scénarios auxquels je pense, parce que de toute façon, ils ont un accord, n'oubliez pas, entre eux, l'accord de Nairobi, voilà. qui prévoit, enfin, qui stipule que normalement, Félix Tshisekedi devrait soutenir Vital Kamerhe à un moment donné dans ses ambitions. Mais la donne a changé, il faut quand même les reconnaître. Oui. Lorsque la signature a été apposée, les deux étaient candidats, après avoir quitté la Mouka avec les Fayoulou. C'était lorsque j'arrive au pouvoir, tu seras Premier ministre, moi je te soutiens. Après les élections, ça se passe autrement. Ça change voilà. En quoi? Puisque le président de la République va faire ses mandats. Et pourquoi vous ne pensez pas que Vital sera candidat? Mais aujourd'hui, la décision ne revient pas à Félix Tshisekedi aujourd'hui. Il faut aussi que l'Union sacrée en parle. L'Union sacrée est composée de combien de partis politiques qui doivent accepter. Il faut qu'on aille au moins au référendum. C'est comme ça que je te dis que le premier scénario est celui-là. C'est-à-dire qu'on voit Vital comme un potentiel candidat et peut-être que les uns et les autres n'en veulent pas. Tout simplement. Peut-être qu'ils n'en veulent pas. C'est comme ça que, voilà, il faut à un moment donné le déstabiliser, parce que le laisser au perchoir, c'est la possibilité de lui donner les moyens des institutions pour préparer une bonne campagne. Il y a beaucoup de choses. Et moi, je me dis, ce scénario-là est plausible. C'est-à-dire, on veut absolument décourager Vital pour le fragiliser et qu'il n'arrive pas en 2028 en pleine forme et être un candidat sérieux. Mais si on ne veut pas que Vital, on est dans une réflexion, on propose deux hypothèses. S'il est vrai qu'on ne veut pas de Vital comme candidat en 2028, ça voudrait dire que les présidents ou l'Union sacrée penseraient que le président doit rester après 2028. Si le président doit rester après 2028, et ça c'est un scénario très dangereux, ça veut dire, en ce moment-là, qu'on aura un régime illégitime, puisque le temps constitutionnel serait passé. Mais avant, là, c'est peut-être avant le changement de la Constitution, on ne sait pas. Peut-être. On ne peut rien prédire. Peut-être. Mais ça va être difficile avec... on va en venir avec la situation sécuritaire. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que si cette situation perdure, et qu'elle nous conduit à une crise politique en 2028, parce qu'actuellement, il n'y a pas de crise politique. Les présidents sont légitimes, les institutions sont légitimes, tout fonctionne. Il y a des crises d'ordre individuel, mais il n'y a pas de crise politique. Moi, je suis d'accord avec le chef d'État quand il dit qu'il n'y a pas nécessité de dialogue, parce qu'il n'y a pas de crise politique. Mais si jamais, dans la tête des gens de la majorité, ils pensent pouvoir obtenir un glissement au président de la République, avec l'interprétation de l'article 74, alors là, le contexte ne sera pas le même qu'en 2016. Et deuxièmement, c'est très dangereux parce que ça va nous produire une crise politique. Et les dangers, ce n'est pas qu'on aura une crise politique. Parce qu'en 2016, on a eu une crise politique. Mais ça s'est arrangé avec le dialogue de la Saint-Sylvestre et puis l'autre. Mais cette fois-ci, le contexte est différent. Pourquoi? Parce qu'on a une crise sécuritaire également. Et l'histoire enseigne que, à chaque fois qu'on a eu ces couples-là, des crises sécuritaires et des crises politiques, il y a eu un retour militaire au pouvoir. À chaque fois. Les événements de 60 à 65, c'est exactement pareil.
Ça veut dire qu'on est parti de la sécession, on est parti des mutineries, on a eu une crise sécuritaire. Ensuite, on a eu une crise politique entre Tchombe et Kasavubu. Ça fait les lits du coup d'État de Mobutu. À chaque fois. 97, c'est exactement pareil. Ça veut dire à partir de 92, on a eu une crise politique. On avait déjà une crise sécuritaire à partir des années 90. Bon, on va dire 92, on a une crise politique qui perdure, le dédoublement des institutions et tout ça, de 92 à 97. À partir de 94, on a une crise sécuritaire à l'Est, avec les génocides rwandais, qui va aller jusqu'à 95, qui commence réellement en 96. Et dès qu'on a eu ces mariages-là, d'une crise sécuritaire, d'une crise politique, ça a permis à Laurent Désiré Kabila d'arriver à Kinshasa. Donc, encore une fois, un retour militaire au pouvoir. Et si on fait la même erreur aujourd'hui, qu'on a une crise sécuritaire, et qu'on veut pousser pour des calculs politiques, pour des appétits politiques, le pays vers une crise politique, alors, les mêmes faits produisant, les mêmes causes produisant les mêmes faits, on va avoir encore ces mariages-là entre une crise sécuritaire et une crise politique. C'est simple à prédire qu'il y aura un retour militaire au pouvoir. Et moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas de ça, parce que, en fait, la gestion politique n'est pas donnée, n'est pas réservée à la classe militaire. Et à chaque fois qu'on a un retour militaire au pouvoir, on fait un bond en arrière. Parce que le pays ne peut pas être géré par des militaires qui obéissent qu'aux ordres. Qui obéissent qu'aux ordres, ou des gens qui n'ont pas une autre formation, qui n'ont pas une formation, je veux dire, classique en termes d'élite politique. Ouais. Voilà. J'avais pas envie de dire une formation politique, mais en termes d'élite politique. Et le premier scénario que je vous ai dit, je n'ai pas dit que les choses sont comme ça, hein, je donne des hypothèses. Si cette hypothèse-là s'avère être celle qui est appliquée, alors la conséquence de cette hypothèse-là, c'est celle que je viens de vous dire. Et moi, je trouve ça très dangereux. Les retours des militaires au pouvoir. Justement, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a déjà vécu ça à 65, qu'on a déjà vécu ça à 67, et quand vous regardez la crise sécuritaire que nous traversons aujourd'hui, vous comparez aux deux autres époques que je vous ai dites, il y a beaucoup d'éléments de ressemblance, et on a l'impression que le Congo, c'est un éternel recommencement. Qu'on vit les mêmes choses, on a les mêmes solutions et les mêmes erreurs. Et ce qui est pire, c'est que ça arrive toujours, hein, je ne sais pas comment, mais ça arrive toujours à un moment où il y a une forme de charnière entre deux générations. La crise qu'on a vécue de 60 à 65 a permis l'arrivée au pouvoir de la génération Tshisekedi, on va le dire comme ça, la génération des gens de Mobutu. Et cette génération qui arrive au pouvoir n'a pas le temps de construire un projet politique. Parce qu'elle arrive comme une alternance à la crise. Ça veut dire qu'elle arrive comme, ah oui, bon, ceux qui sont là n'ont pas pu, tu vois, la génération de l'indépendance n'a pas pu gérer ça. Nous, on va venir, on va gérer cette crise. Mais la gestion de la crise n'est pas la gestion sur le long terme. C'est la gestion de pompiers. Donc, on arrête l'État pour d'abord résoudre le problème. Et ça nous a pris 32 ans de gestion de crise. Vous prenez le contexte mondial avec la guerre froide et tout ça. On n'a pas pu avoir la possibilité ou la qualité de l'élite pour construire une vision d'État. On a raté le cap. Et on arrive en 90, la génération de fils de Tshisekedi, donc Martin Fayoulou, Délice Essanga, toute cette génération qui existe aujourd'hui, entre en politique comme, encore une fois, une alternative à la crise. La crise sécuritaire et politique que nous avions. Vous comprenez? Et aujourd'hui, 30 ans après, on se rend compte que ces gens-là n'ont fait que gérer dans la crise. Ils rentrent en 2002 avec Sun City. En 2006, on va aux élections. La crise de légitimité ne s'arrête pas. On a passé 30 ans dans la gestion de crise. C'est des pompiers. C'est une génération politique des pompiers qui n'ont pas eu le temps, encore une fois, de mettre en place une vision d'État. Et aujourd'hui, on y est à cette charnière-là où la génération portée par Etienne Tshisekedi dans les années 90 est en train de partir et elle laisse derrière elle, encore une fois, une crise de même type.
Mais les Mononga, Et, pardon, il y a- mais permets-moi de finir. Mais on n'arrive pas à le voir. Mais en fait, ce qui se passe démontre à suffisance que le Congo est parti, encore une fois, pour 30 années de malheur. Parce que ceux qui vont arriver demain, qui sera forcément notre génération, la vôtre, ou un peu plus, légèrement plus âgés, ça sera encore une fois des jeunes gens qui rentrent en politique sans vision d'État, parce qu'ils rentrent pour gérer la crise. Ils rentrent, en fait, dans une forme d'impréparation, et ils n'ont pas le choix, parce que de toute façon, c'est comme le feu qui prend la maison. Même si tu n'es pas préparé, bah, tu n'as pas le choix. Tu dois te débattre. Vous l'avez Et dit ça, ici. ça fera. Excusez. Je finis juste Ouais, par là. ouais. Ça fera que, encore une fois, on va avoir une génération qui va faire 20-30 ans sans projet politique, sans vision d'État, et ne fera que gérer la crise, et le Congo n'avancera pas. Donc, venez de faire un tableau ici, un tableau où on se rend compte la direction où va la RDC. Ouais. Alors, il y a la personne du président de la République qui est appelé à gérer, encore être le garant des institutions de l'État. Il est censé protéger les pays, protéger des institutions face à cette crise, disons, face à la crise au sein de l'Union sacrée. C'est au président. C'est le président Tshisekedi d'appeler les membres de sa famille politique au calme pour penser à autre chose, ou les présidents de la République, au nom de la séparation des pouvoirs, la séparation entre les exécutifs et les législatifs, séparer les deux pouvoirs, les présidents gèrent autre chose, ça ne me concerne pas, gérez vos histoires à eux. Est-ce que le président doit s'immiscer dans cette affaire? Non, moi je ne pense pas que le président doit s'immiscer dans l'affaire Caméré. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas l'affaire Caméré. Le problème, c'est pas ça. Je parle de la crise. Je donnais l'exemple de Vital Caméré comme l'un des cas de cette situation que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai bien compris votre question. C'est comme ça que je dis, le problème, c'est pas vraiment l'actualité autour de Caméré. Vous savez, Caméré peut partir, c'est la démocratie, c'est des bonnes guerres. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à se reprocher là-dessus. C'est les règlements du Parlement. Les députés ont bien le droit de vouloir changer leur bureau. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la tactique politique derrière les départs de Caméré. C'est la tactique politique derrière les départs de Caméré. Et l'esprit de dire que l'Union sacrée ne peut pas tenir sans le président de la République et qu'il faut le pousser à rester le plus longtemps possible, notamment en voulant changer la Constitution ou en voulant obtenir un glissement, c'est là où je parle, j'analyse, pour que ceux qui sont derrière ça, voire même le président de la République, je le rappelle à la mémoire longue pour lui dire que si c'est l'esprit tu vois, cet esprit-là de personnifier l'institution, de personnifier, de dire oui, l'unité, ce n'est qu'autour de Félix Tshisekedi, il faut qu'il reste, bah, je lui dis que ça va nous conduire vers une crise politique et on n'a pas intérêt à rajouter sur la crise sécuritaire en ce moment une crise politique parce que ça va nous conduire dans un retour militaire. Et ça, ce n'est profitable à personne. Moi, ma question était de savoir comment arriver à bloquer cette hémorragie. Oui, qui doit intervenir? Que le président de la République se dise d'abord, lui, qu'il a fait les deux mandats, il doit absolument respecter la Constitution. Voilà. Il doit absolument éviter toute situation d'illégitimité d'ici 2028. Absolument. Parce que toute illégitimité d'ici 2028 va occasionner une crise politique réelle. Parce que là, en ce moment-là, les temps constitutionnels seraient passés. Donc les gens, on sera dans une crise politique. Parce que les institutions seront illégitimes. Vous comprenez? Ça, c'est donc un. De deux, tenter de changer la Constitution avant 2028 va encore une fois aussi nous faire rentrer dans une crise politique. Là, nous appelons, la menace intervient, le pacte social pour la paix, oui, proposé par la SENCO, oui, et c'est avec l'autre composante de la confession religieuse. Ça, c'est un cas de dialogue. Ça, c'est un cas de dialogue. Si jamais on dialoguait, oui, les dialogues, c'est autre chose. Mais cette proposition-là, avec la lieu où nous allons, est peut-être
la solution présente pour atténuer la vitesse avec laquelle les pays... Si on a le temps, on va parler de la proposition de la CENCO. Moi, je ne pense pas que ça soit la solution. Je pense que c'est un préalable à la solution. Je ne pense pas que ça soit la solution. Je pense que c'est un préalable à la solution. La solution de ces pays, c'est... D'abord, la solution à la crise sécuritaire est toujours militaire. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on soit apte à organiser l'armée assez vite pour chasser les rebelles. Si on n'arrive pas à le faire, le reste, ce n'est plus de solution. C'est de la concession. La solution est exclusivement militaire. Après, la solution au problème politique congolais n'est pas les dialogues, ni les pactes sociaux. La solution au problème, c'est la qualité de l'élite. Il faut juste qu'on arrive, au bout d'un moment, à avoir une qualité de l'élite. Et tel que parti, on n'en a pas. Vous savez comment arriver à créer une élite pourrait prendre un siècle, pourrait prendre plusieurs décennies quand même pour arriver à établir toute une élite de l'État. Mais la Chine a pris du temps pour ça. Je vous dirais, l'élite, il y en a. On a une élite. Une élite politique, il y en a. Qui se présentera? Vous êtes une élite, j'en suis une, sans prétention aucune. Il y a bien de gens qui comprennent la politique. Le problème, c'est pas ça. Vous savez, pardon. Parenthèse. Oui, allez-y. Vous savez, on est au Congo et nous voyons comment ces pays, comment notre pays marche. Quel est ce jeune ou encore cette personne qui peut se prévaloir, c'est trop quand même, je dirais, qui peut se proposer à poursuivre les propositions qui vous présentent aujourd'hui et appeler d'autres franges de la jeunesse ou encore d'autres composantes de la société congolaise et suivre cette personne. Vous savez, il y aura toujours ces problèmes de contestation en contestation. J'adore la parenthèse que vous avez ouverte. C'est comme ça que je poursuivais pour dire, j'étais en train de répondre pour dire que le dialogue, en fait, c'est un préalable. C'est pas la solution. Pourquoi? Parce que le problème au Congo, quand on fait une analyse des crises, c'est que nous ne réussissons pas parce qu'à chaque fois, on a un tact, on a une manie de protéger le système. Je vous donne un exemple. Quand on prend l'indépendance en 60, on prend un jeune État. C'est normal, on rentre dans un cycle de crise. Normal, ce qui est normal. Pour un pays qui vient de prendre l'indépendance, on n'avait pas d'intellectuels, la gestion était boutiquée, c'était normal. Mais l'avantage avec une crise, c'est que il faut que les cycles de la crise arrivent au bout, ok? Comme on dit, qu'on touche les fonds pour rebondir. Simplement, en 65, on n'a pas touché le fond. Il y a eu une allure qui devrait s'empirer pour conduire à une révolution qui a été stoppée par une arrivée militaire au pouvoir. D'accord? On a dit, ok, d'accord, c'est bien. Alors, quand vous parlez de l'allure de la révolution, vous parlez de qui? De Tchomé? Non, je parle du peuple. Parce que le peuple ne se révolutionne pas pour des raisons politiques. Qui s'est présenté comme le leader de ce peuple-là? Comment? Pour arriver à cette révolution-là. Oui, donc il y a quelqu'un en tête. Non, je t'explique que la crise qu'on a connue, qu'on connaissait entre 60 et 65, si elle avait perduré, elle aurait conduit à une révolution populaire. Parce que cette crise-là allait provoquer la décadence sociale, la décadence économique et la décadence sanitaire. C'est les trois éléments qui entrent en compte quand un peuple se révolutionne. Je vous prends un exemple simple. La révolution de 1789, c'est vrai que ça a été boutiqué par la bourgeoisie, je suis d'accord. Mais quand on a touché la sensibilité sociale des gens, la sensibilité sanitaire des gens, ça en était des trous. On a été coupé la tête du roi. Mais nous, on n'est pas arrivé là. Parce que Mobutu est arrivé en 65, il a calmé la situation avec l'aide des Américains, on est répartis. En 90, disons 85, à partir de 85 jusqu'en 90, les crises ont repris. Encore une fois, on avait la possibilité d'en arriver à une révolution. Tu vas comprendre pourquoi je reprends le mot révolution. Laurent Désiré Kabila arrive avec l'influence des Rwandais et des Ougandais, avec l'influence étrangère clairement. On stoppe, tu vois, et on recommence un nouveau pacte social. Et la conséquence
de ne pas atteindre l'achèvement des cycles des crises et des conflits pour avoir une révolution, c'est que on a mis dans la tête du peuple congolais qu'à chaque fois qu'on a un moment difficile, il faut un homme providentiel. À chaque fois qu'on a un moment difficile, on va attendre, soit ça va être un militaire, soit ça va être un politique extraordinaire qui va venir pour sauver la République. Or, l'histoire des nations qui marchent, c'est l'histoire des peuples éveillés. Et un peuple n'est éveillé que par la Révolution. 1789, 1776 et compagnie. Vous comprenez? Et ça fait que, demain encore, on est aujourd'hui dans une crise. Moi, j'aurais voulu que la crise, je le dis, hein, c'est de l'analyse, je ne suis pas pessimiste. J'aurais voulu qu'on laisse les cycles de la crise arriver au bout et que le peuple s'en charge. Mais encore demain, on propose le pacte social qui va permettre à une élite politique de revenir au pouvoir. Mais, comme cette élite politique-là n'a pas, ce qui va être proposé n'est pas la solution, ben on va revenir à l'ancien système. On va vouloir faire revenir ce qu'on a déjà vécu et ça ne va pas marcher. 30 ans plus tard encore, on aura la même crise. C'est comme ça que je te disais que c'est un préalable, peut-être, pour permettre à ce qu'on récupère une partie du territoire. Mais moi, à mon niveau d'analyse aujourd'hui, je commence à penser qu'il faut, pour la République démocratique du Congo, si on veut vraiment reconstruire quelque chose, il faut la théorie du chaos. C'est-à-dire... Vous vantez la théorie du chaos aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire... C'est quand même dangereux. Oui, mais à un moment donné, quand vous avez une plaie qui est infectée, il faut qu'on arrache des bouts de peau. Il faut qu'on arrache la peau morte. Et on a le courage d'inventer l'État qu'on veut. Pensez-vous aujourd'hui, pour aller dans cette... Quand je dis théorie des chaos, je ne suis pas anarchiste. Non. Je dis théorie de chaos, ça veut dire... La situation au Népal. Non, je ne parle pas de la situation au Népal. Je ne parle pas de la situation au Népal. Je dis qu'il faut laisser il faut que le cycle de la crise atteigne le peuple. C'est comme au Népal. Oui. Non, Népal, c'est différent. Le peuple a vu comment la corruption commençait à monter, la situation socio-économique allait mal, c'est des dirigeants qui s'enrichissaient, oui. Et la population a pris... Mais ça nous, on le vit depuis 60 ans. Depuis 65 ans, on vit la même chose. Le problème, c'est pas ça. Les problèmes, tu sais pourquoi est-ce que les gens au Népal sont révoltés? En vrai, l'élément déclencheur, c'est parce qu'on leur a interdit leur liberté auxquelles ils sont les plus attachés, c'est les divertissements. Quand on a touché aux réseaux sociaux et compagnie, qui était une forme de drogue, on dormait, les gens se disent, bon, si on en arrive là, on a déjà un pays corrompu, on a des dirigeants qui font rien, et qu'on peut même plus se divertir, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si c'est... C'était au moins ça. Oui. C'est ce que j'essaie de dire. Je ne confirme pas. Je dis, en fait, c'est ça ma compréhension de la chose. Mais je suis en train de dire qu'au bout d'un moment, si on veut créer une nation, on veut créer un État, il va falloir que le peuple congolais soit une variable indispensable dans la construction de l'avenir. Pas l'élite politique. Il est vrai que le pouvoir sera toujours construit la gestion sera toujours construite autour de l'élite politique. Mais cette élite politique-là doit être portée par une volonté populaire. Ce qu'on n'a pas encore. Le peuple congolais est très désintéressé à son destin. C'est là, d'ailleurs, la question que j'allais vous poser. Voilà. Permettez, aujourd'hui, vous appelez à une élite compétente, consciente et consciencieuse des enjeux du pays aujourd'hui. Ouais. Et si nous regardons l'état de la jeunesse, déjà, avant d'avancer, j'aimerais savoir comment définissez-vous la jeunesse congolaise? Pas la jeunesse en termes de définition de la Rousse, mais comment vous définissez la jeunesse congolaise lorsque vous observez comment notre société évolue? La jeunesse congolaise n'est pas différente de beaucoup de jeunesse du monde. Hein. Vous savez, moi, ce qui compte pour moi, l'élément le plus important pour moi, ce n'est pas le comportement des gens, c'est les conditionnements. Parce qu'en fait, la société, l'individu dans la société reflète ce qu'est le conditionnement de cette société. Je te donne un exemple simple.
Le même Congolais qui jette du papier à Kinshasa, ici, ok, dans la rue, ne le fera pas au Japon. C'est une question de conditionnement. La jeunesse congolaise, comment vous voulez qu'elle soit différente dans ces conditionnements ici? Dans un conditionnement de corruption, de népotisme, de tribalisme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il donne d'autre? C'est une jeunesse écoute, qui représente exactement le conditionnement social de son environnement. Moi, je n'ai aucune condamnation à faire à cette jeunesse-là. Le problème, c'est que là où je dis qu'il faut une élite, dans le sens de montrer à la population que si on n'arrive pas à prendre notre destin en main et à se dire que l'avenir que nous voulons ne peut se construire que si nous-mêmes on s'implique, mais vraiment on s'implique, parce que c'est l'histoire du peuple, des peuples du monde. Comment arriver à cela? Mais l'implication du peuple en politique, c'est ce qu'on appelle la révolution en fait, à mon entendement. La révolution, je ne parle pas de « ah oui, on va les casser ». Non, je dis que le peuple regarde la politique et se dit « ok, il n'y aura pas d'homme provident qui viendra nous sauver, il n'y aura pas d'élite providente, c'est à nous de récupérer les choses. C'est à nous de se dire « ok, on en a marre, on veut plus de ça, on veut plus de ça, on veut plus de ça ». Tu vois? Et en collaboration, évidemment, avec des gens en qui on a confiance, on dit « bon, d'accord, allez-y, mais attention, nous sommes derrière vous. Nous regardons ce qui se passe ». Mais ça, malheureusement, ça n'arrive pas avec la conscientisation. Non, ça n'arrive qu'avec la crise. Il n'y a pas de révolution grâce à la conscientisation. Il n'y a de révolution que grâce à la crise. Et aujourd'hui, la RDC n'a pas encore touché les pics de la crise aujourd'hui? Non. Les problèmes de la RDC, c'est cela. Ça veut Mais au dire début, que... vous avez dit que quand je vous ai posé la question de savoir, oui, est-ce que la RDC tend vers un chaos? Si, on est dans la crise. Le problème, c'est comme je vous disais, non? Le problème, c'est qu'à chaque fois, on vient sauver le peuple et on le sauve mal. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne laisse... Et c'est ça, en fait, la naïveté. J'aurais pu aller dans l'analyse un peu raciale pour parler de l'homme noir. En fait, ça nous fait rentrer dans une forme de naïveté. On ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est très infantilisé. C'est un peuple de droits et jamais de devoirs. Pourquoi? Parce que pendant 60 ans, on lui a dit que ce n'est pas à lui de résoudre les problèmes. C'est toujours une élite politique qui va arriver. Regarde dans ce qui se passe. Les solutions sont vraiment enfermées. Hein? Ah non, il faut que la classe politique dialogue. Mais qui meurt à l'Est? Ce n'est pas la classe politique. Qui meurt de faim? Qui se déplace? Qui n'ont pas d'emploi? Qui croupissent dans la misère? Ce n'est pas la classe politique. Mais comment on a ce réflexe-là de se dire il n'y a que la classe politique qui peut résoudre les problèmes? Ben non, ce n'est pas la classe politique. Il faut à un moment donné qu'on regarde à distance la classe politique et que la crise nous touche, nous en tant que peuple. C'est parce qu'aujourd'hui les gens survivent à la crise. Hein, que tout le monde est un peu, ah oui, voilà, on est désintéressés, ah, ils vont s'attendre, ils vont se parler. Tomber ça, on a mis sur des gens. Bah oui, malheureusement. Et c'est comme ça que moi je dis, il faut que la crise, on arrive à toucher les 3 aspects les plus importants de la vie de l'homme. Ça veut dire ça touche sa poche, ça touche sa condition sociale et sa condition sanitaire. En ce moment-là, les Congolais lambda qui ne veulent pas s'occuper de la politique va s'arrêter un moment pour dire, on arrête d'abord de boire la bière. On arrête d'abord de danser. On arrête d'abord de faire ceci. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi nos enfants meurent? Pourquoi on n'est plus en bonne santé? Pourquoi on n'a plus rien dans nos poches? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens vont s'arrêter à un moment donné. Et là, les vrais discours politiques vont être audibles. Et là, si jamais on veut un dialogue, on sera sincère. Parce qu'en ce moment ici, on va arrêter un processus, un cycle qui peut nous sauver. Et malheureusement, quand on intervient pour sauver le peuple, ce qu'on sauve en vrai, c'est les systèmes. Et peu importe la qualité de la jeunesse que vous allez injecter dans le système va les broyer. Et on va revenir au même problème. Comparer ce que nous avons vécu pendant 30 ans aux années 90, il n'y a aucune différence. Aux années de Mobutu, il n'y a aucune différence. Les partis politiques sont construits autour des Djalelo. Ça n'a jamais changé. Jamais changé.
On a reproché à Mobutu des choses qu'on n'arrive pas à abandonner aujourd'hui. Et ça, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Voilà, j'aime bien cet échange. Vous avez parlé de la crise sécuritaire qu'on doit aussi évoquer. Au début de cette émission, j'évoquais les cas de la situation dans l'Est, avec la prise des Goma et des Bukavu et de quelques territoires de cette partie du pays. La crise s'envenimait. Il y a eu la signature, il y a eu les votes au niveau des Nations Unies avec la résolution 2773. Et nous avons vu la signature d'un accord de paix, un accord dit de paix entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que la situation est statique et rien ne marche, comme si rien ne se passe. Aujourd'hui, le Rwanda vous dit non, ce n'est plus notre cas, allez à Doha, allez discuter à Doha. Et comment analysez-vous cela? Comment voyez-vous cela? La RDC avait tort d'aller dans cette démarche de dialogue, premièrement avec le Rwanda et avec l'M23. Non, la RDC n'a pas tort. Je vous rappelle encore à une émission qu'on a faite ici où je vous disais, je ne vois pas comment on va faire autrement que dialoguer. À l'époque, l'M23 n'était pas encore arrivé à Goma, on n'avait pas encore pris une si grande partie de la République. Je le disais à l'époque qu'on finira par dialoguer. Parce que tous les analystes démontraient qu'on n'avait plus la capacité militaire d'en venir à la fin de cette rébellion. Le problème chez nous, c'est que on a toujours, comme je vous disais tantôt, pour une situation complexe, on va toujours chercher des solutions simples. Vous voyez? Comme l'accord. Comme l'accord. On a pensé très naïvement, mais alors vraiment naïvement, qu'on allait chercher Washington, à qui on va opposer à la Chine. Il va demander à Kigali d'arrêter de faire ce qu'il fait. C'est mal comprendre la situation. C'est mal comprendre la situation. Pourquoi? Parce que notre compréhension de la guerre à l'Est est construite autour d'une propagande qui fait de Kagame le seul responsable. C'est faux. Il n'est pas le seul responsable. Il en est pour beaucoup, je suis d'accord. Mais la situation est telle que il y a un aspect identitaire, d'accord, dans ce qui se passe à l'Est. Mais l'aspect identitaire que vous évoquez, c'est une question manipulée aujourd'hui. Manipulée ou pas? Malgré que les cas, pour ne pas aller dans l'extrême, dire que non, ce n'est pas des cas récurrents, mais je dirais que non, c'est un problème qu'on peut régler d'une manière pacifique, mais sans pour autant qu'on en fasse toute une propagande, comme le Rwanda le fait. Qu'on n'a pas réglé depuis 60. Je ne parle pas de problème identitaire entre les Tutsis rwandais, non, je ne parle pas de ça, pas que de ça. Le Congo est un État pluriethnique. Je ne sais pas pourquoi les gens refusent de le voir. Tout le monde, à chaque personne que je dis ça, dit nous, on a quand même à vivre. On n'a pas construit des vivres ensemble. On ne l'a pas construit. Même Mobutu, quand même, l'a réussi à. Non, Mobutu n'a pas construit les vivre ensemble. Non, Mobutu a construit l'unité autour de son autorité. C'est-à-dire qu'il a obligé les gens à vivre ensemble. Parce que les institutions étaient fortes. C'est pas ça. Le problème, par exemple, des Banyamulés qui n'ont pas commencé avec la Kabylie, ça a commencé avec Mobutu. Ça a même commencé depuis. Vous vous rappellerez de l'affaire Bisenimana et compagnie. Ça a commencé depuis. L'éclatement, la première crise qu'on a eue après l'indépendance, ça a été une crise identitaire. Pourquoi est-ce qu'on refuse de se le dire? Que nous sommes un pays de tribalité. Pourquoi on refuse de se le dire? Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut se regarder droit dans les yeux, c'est dire la colonisation ne nous a pas laissé le temps d'inventer une civilisation qui nous mettrait ensemble, qui construirait un vivre ensemble, mais on a la capacité de le faire.
Et quand on refuse de voir la crise à l'Est, sous ces prismes-là notamment, et qu'on reste dans la seule possibilité que le Rwanda fait des manipulations pour gagner de l'argent, ben on voit fou. On a tout faux. Je dois été chercher Washington. Washington a été chercher Kigali. C'est Washington qui ramène Kigali sur la table. Nous on n'avait pas demandé des discussions avec Kigali. La preuve, les présidents de la République refusaient. Mais pourquoi ils sont allés les chercher? Aujourd'hui, il y a un protocole sur l'économie, voire minière, qui se prépare avec le Rwanda. L'ère de CPG. Bah oui, on est revenu à la case départ. Est-ce que c'était déjà incorrect pour la RDC de signer un accord qui stipulait la neutralisation des FDLR, tandis que les zones occupées où les FDLR sont entre guillemets installés et occupées par le rebelle qui est soutenu par le Rwanda, où la faisabilité de cette assertion poserait problème. Encore que de propagande. Les rebelles soutenus par le Rwanda. C'est infantilisant à un moment donné. Excusez-moi je sais que c'est un sujet qui a un plafond de verre. Je sais que ça passera pas crème. Mais au moins, c'est la réalité. Oui, je sais que ça passera pas crème. Mais écoutez, les gens ne sont pas des enfants. C'est pas que Kagame reste dans son lit, il appelle Corneille, Nanga et l'autre, il donne des ordres. Non. Non. C'est des ambitions. Ils sont peut-être des alliés des circonstances. Ils se concertent peut-être. On ne sait pas comment les décisions se prennent. Mais réduire l'affaire à dire « Ah oui, le M23, c'est les supplétifs du Rwanda », aujourd'hui, on voit que ça ne produit pas de solution comme façon de voir les choses. Donc, je disais cette partie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Qui peut nous dire aujourd'hui que c'est le Rwanda qui décide complètement pour le M23? Qui peut le dire? Est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? Je ne fais que poser des questions. Je ne dis pas que le Rwanda n'a aucune responsabilité. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui prouveraient l'existence ou la présence. C'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. Les États-Unis sont alliés à l'Israël. Est-ce pour autant que l'Israël n'a pas de volonté propre? Netanyahou a une volonté propre. Il a une vision de cette guerre qui est propre à lui. Quand il attaque les Qatar, il ne consulte pas les États-Unis. Bah oui. Quand il attaque le Liban, de temps en temps, il rentre en contradiction avec le gouvernement américain. Pourtant, c'est son allié, ça reste son allié. Mais ça n'empêche le soutien. Disons, quand on évoque le cas de l'Israël quand même, Netanyahou pourrait avoir ses propres ambitions, mais cela n'empêche ces soutiens, parce que déjà, s'il y a un soutien américain qui est déjà exclu totalement, Netanyahou n'est rien, disons-le. Il ne faut pas dire des choses comme ça non plus. Hein. Je ne nie pas les soutiens. Les soutiens, il y en a. Mais il faut savoir que le soutien, c'est toujours dans un cadre de coopération. Ça veut dire que aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se dire que l'AFC M23 a une volonté propre qui coïncide avec les intérêts rwandais et ils sont alliés. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que Washington va appeler Kigali, écoute, je ne veux plus de M23. Kigali appelle M23, écoute, on ne veut plus de nous, on recule. Le gouvernement a mal jugé dès le départ. Voilà. C'était naïf, en fait c'était réducteur, cette façon de voir les choses. De se dire, ah oui, on va aller chercher Washington, on va lui servir un plateau de minerais, comme il est en compétition avec la Chine, allez, il va se dire, écoute, il faut que ça se fasse dans la paix, allez vous là, arrêtez la guerre. Bah non, les Américains savent aujourd'hui que la complexité de la situation qui se passe depuis 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo ne se réglera que par un projet politique sérieux. D'abord, un projet de paix et deuxièmement, un projet étatique, des gestions. Ça veut dire qu'il faut de la gouvernance dans ces régions-là. Il faut créer un roman national. En fait, le problème du Congo, c'est ça. Il faut que ça émerge une nation qui met les gens ensemble, qui construit un vivre ensemble, qui construit une identité nationale. Parce que la question de l'Est, mon ami,
Est-ce que vous pensez vraiment que les centaines de groupes rebelles qui sont à l'Est, c'est toujours Kagame? Arrêtez de faire de lui l'homme le plus puissant. Moi, j'ai pas envie qu'ils soient les gars les plus puissants de la sous-région. Je ne les pense pas. On lui donne trop de la valeur. Parce qu'on veut avoir un ennemi commun. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Les groupes rebelles, il y en a qui sont là parce qu'en conflit communautaire avec tel, ils forment des milices, ensuite ils vont contrôler telle mine. Regardez un peu la situation. Regardez. Vous savez, moi il y a un principe, hein. Il n'y a pas d'économie sans paix. D'accord? Et moi, je ne pense pas que Kigali a tout à gagner dans la guerre. Au contraire. Sinon, il ne serait pas allé signer l'accord de Washington. Et aujourd'hui, on comprend que l'accord de Washington va lui être profitable. Je vous donne un cas. Vous prenez les moments où on était en accord économique avec le Rwanda. OK? Vous regardez les chiffres en termes de coûts en transactions minières. Le Rwanda est passé de 300 millions à 1,7 milliard. Pendant qu'on avait de bonnes relations. Entre 2018 jusqu'avant la résurgence des M23. 300 millions de transactions minières à 1,7 milliard. Ça veut dire que Kigali a intérêt à ce qu'on ait une coopération. Et quand ils sont allés à Washington, quand l'M23 est venu, quand ils sont allés à Washington, c'est l'objectif derrière. Profiter de ces pourparlers pour rétablir les liens de coopération avec la RDC. Donc aujourd'hui, le Rwanda est bénéficiaire de cet accord. Oui. C'est pour cela, c'est pour cela qu'il a signé. C'est pour cela qu'il cède la question. Non, moi, ce n'est plus moi. Moi, tout est officiel. Mais la question d'M23, c'est ce que je venais de te dire. La question d'M23 n'était pas que rwandaise. C'est faux de la voir comme ça. Les Corneille Nangaa, les Bissimo et les autres, ils ont des volontés. C'était tellement prévisible que si jamais on coince le Rwanda sur la question, il va retirer ses troupes. Il va se dire le reste, c'est un problème congolo-congolais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. L'M23 vient de présenter 7000 hommes qu'ils auraient formés. Congolais. Oui. Est-ce qu'ils ont encore besoin de l'appui militaire rwandais? Si aujourd'hui, Washington arrive à bloquer l'appui militaire rwandais, est-ce que nous, on a l'efficacité militaire pour chasser l'M23 à l'état actuel des choses? Le gouvernement a mal jugé la situation. Le gouvernement a laissé les temps au M23 de former son armée. Tout à fait. En cas du retrait des troupes aujourd'hui, ils vont perdurer. Ils resteront là. Une formation militaire AFC. Ils resteront là. Quand vous prenez notre incapacité à gérer, ok? Vous prenez la question de Ouazalendo, vous prenez la question de tout ça. Comment on fait? Comment sortir de cette situation? Nous sommes déjà à la fin. J'aimerais avoir votre thérapie. Vous avez donné votre thérapie. Nous aimerions avoir votre l'ordonnance. Comment faire pour arriver à traiter cela? Pour sauver le Congo, il faut la révolution. De revenir à la révolution. Oui. La révolution, c'est pas cette question. La révolution, c'est pas ce que les M23 font. Ça, c'est de la rébellion. C'est de la méchanceté. La révolution, c'est la capacité d'un peuple à s'intéresser à la question ou aux questions de gestion. Il faut la révolution. Et malheureusement, je le dis vraiment avec beaucoup de retenue, malheureusement, ma façon de voir, c'est que il faut que la crise touche les petits peuples. Jusque-là, elle ne les touche pas encore. Il faut que la crise touche le petit peuple dans sa peau, dans son existence. Et que le petit peuple s'intéresse à la question de la gestion de la République, à la question d'État. Il ne faut pas qu'on se donne encore l'occasion de louper cela en proposant des solutions exclusivement politiques pour dire « Ah oui, voilà, on a une génération d'élite qui sera une génération
qui va nous sauver. Une génération providente, non. Il faut un peuple provident. Il faut un peuple provident. Moi, je vous le dis, c'est la seule solution. Parce que si on va au dialogue aujourd'hui, on aura encore donné l'occasion à la politique d'être providente, à la classe politique d'être des hommes et des femmes providents. Or, ça a démontré ses limites. On a fait ça depuis 65, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Évidemment, il y a autre chose derrière. Il faut qu'on ait une génération populaire qui sera consciente de choses, qui va avoir une vision politique, qui va permettre la formation des Congolais, qui va permettre... Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on construise l'État, en gros, qu'on mette un appareil étatique en marche, qui va gérer des questions d'État de façon qualitative. Les Chinois l'ont fait, et ils ont renversé la tendance à moins d'un siècle. Tu vois, c'est très faisable. Et aujourd'hui, malheureusement, on va être cantonné dans des solutions comme les dialogues, alors qu'on a eu ça à Sun City, et on voit que 20 ans plus tard, ça n'a rien donné. On va faire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça que je dis, moi je suis passé pessimiste, parce que dans la réelle politique, ce que je dis est idéal, dans la réelle politique, de la réalité, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Parce qu'on va aller au dialogue. Quand on va aller au dialogue, c'est la même élite qui a échoué, qui va reprendre avec les mêmes habitudes du système. Et on aura un petit moment pour souffler, mais 20 ans, 30 ans plus tard, je reviendrai sur ce plateau pour faire la même analyse. J'aurai les mêmes mots. Comme aujourd'hui, si vous ressuscitez Lumumba, il va participer au débat comme quelqu'un qui n'a rien raté du tout, parce qu'on fait les mêmes erreurs. Regardez les vidéos, les éléments de langage entre 96 et aujourd'hui, trait pour trait, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes concepts qu'on reprend, c'est pareil. Ça veut dire qu'on doit se regarder dans les yeux, c'est dire qu'on est en train de faire les mêmes erreurs et qu'on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la mémoire longue. C'est comme ça que dans mes interventions, j'ai toujours cette tendance à rappeler ce qui s'est passé dans l'histoire pour dire qu'on fait du surplace. Et on fait du surplace par la faute du peuple qui s'enfantilise de plus en plus et qui ne fait que dire « Ah oui, on sera sauvé par un homme ou une femme providente. On sera sauvé. » Non. Il faut qu'on arrête de penser à l'œuvre de la croix pour ce qui est de la nation, pour ce qui est de l'État. Il faut s'investir en tant que peuple. Il faut vouloir s'approprier le destin du Congo et à partir de là, produire une élite qui peut en effet mettre en marche l'État. Merci beaucoup, Elie Mounonga. Merci pour cet échange. Je n'ai pas eu le temps de parler du second scénario que je pensais probable. Mais bon, on aura peut-être... on aura le temps d'en parler. Faire, oui. Vous savez, vous êtes chroniqueur, les temps, les sujets, étaient tellement vastes. Il fallait que nous puissions entrer un peu, pas seulement épuiser la matière. On laisse cette étape pour les prochains numéros. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez suivi, suivi les analyses d'Elie Mounonga, je pense, je l'espère, et je compte sur vous. Je pense que vous avez à tirer votre opinion dans ce qu'a dit Elie Mounonga, et je l'espère également que la jeunesse congolaise, encore les dirigeants de notre pays pourront se réveiller et analyser d'une manière sans émotion la situation qui vit notre pays aujourd'hui. Alors, ça a été un grand plaisir pour moi d'être avec vous pendant ce temps à regarder cette émission. Alors, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro et un nouvel invité. Au revoir et à la prochaine.